Mes chers collègues, nous commençons nos auditions de ce jour par une table ronde réunissant une théoricienne et les praticiens du droit qui interviennent auprès des salariés et de leurs représentants, d'une part des employeurs, d'autre part. Je souhaitais la bienvenue à Madame Nadia Xim. Alors j'ai peur d'abîmer votre nom, j'espère que je ne l'écorche pas, et si c'est le cas, vous me le direz après. Docteur en droit, spécialiste du droit du travail, qui est l'auteur notamment d'un ouvrage consacré aux restructurations paru en février 2024. Maître Laurent Bézize, avocat associé chez LBBA. Maître Bénédicte Rollin, avocate associée chez JDS. Maître Eliane Châteauvieux, avocate associée chez Actance. Et enfin, Maître Joël Granger, avocat associé chez Flichy-Granger. Je précise que les cabinets LBBA et JDS conseillent les salariés, tandis que les cabinets Actance et Flichy-Granger accompagnent les employeurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de prendre du temps à répondre à nos sollicitations. Il ne fait pas de doute que vos témoignages permettront aux membres de la commission d'enquête de mieux appréhender le déroulement des procédures de licenciement collectif pour motifs économiques. Les enjeux qui s'élèvent dans pareille situation, tant pour les salariés que pour les employeurs, ont encore le rôle joué par les pouvoirs publics dans l'accompagnement des entreprises qui licencient, en particulier par le biais de la mise en œuvre de plans de sauvegarde de l'emploi. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes maximum, puis nous procéderons à des échanges sous forme de questions-réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous en remercie. Vous avez la parole. Peut-être commencer par vous, Madame Xim, et puis on ira de droite à gauche. Et puis dites-moi si jamais j'écorche votre nom. Le nom, c'est parfait, c'est Xim. Vous l'avez bien prononcé. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde qui porte notamment sur le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est l'une des thématiques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Je vais commencer par rappeler les conditions dans lesquelles un plan de sauvegarde de l'emploi est mis en œuvre. C'est la règle des 10, 30, 50. Lorsque l'employeur envisage au moins 10 licenciements sur une période de 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés, il doit procéder à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Si l'une de ces conditions manque, on est toujours dans un cadre de licenciement collectif, mais c'est une procédure qui est allégée, qui est beaucoup plus simple et sans contrôle, sans intervention de l'administration. Le régime actuel du PSE résulte, comme vous le savez, de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Deux des objectifs du législateur étaient, d'une part, de favoriser le recours à la négociation collective pour l'élaboration du PSE. Donc, vous avez différents mécanismes dans la loi pour encourager la négociation avec délégués syndicaux. Et c'est un objectif qui a été en grande partie atteint, puisque, d'après un bilan qui a été fait par la DGEFP en 2023, de 2014 à 2022, on a eu 67% des plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été élaborés via un accord collectif, c'est-à-dire 2 tiers. 2 tiers des PSE qui se font par la négociation collective avec les délégués syndicaux. Et le dernier tiers, c'est des PSE qui ont été élaborés via une décision, un document unilatéral de l'employeur. Deuxième objectif du législateur, c'était de faire intervenir l'administration en amont du processus, enfin en amont de tout contentieux, en amont de toute opposition de toute opposition entre l'employeur et le CSE et les délégués syndicaux, pour faire en sorte que l'administration accompagne l'élaboration du PSE, puisse corriger au fur et à mesure s'il y a des irrégularités. Et pour cela, elle fait intervenir l'administration, mais uniquement sur un volet procédure d'élaboration du PSE, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné à l'administration le contrôle de tout le licenciement économique. Donc la loi a pris le parti de définir un cadre extrêmement
extrêmement limité en tout cas, et extrêmement encadré de l'administration. Tout ce qui est à l'extérieur de ce cadre ne peut pas être contrôlé par l'administration, mais est contrôlé uniquement par le juge judiciaire, c'est-à-dire le Conseil des prud'hommes. Pour vous donner quelques exemples, la définition des catégories professionnelles, c'est ce qui permet de savoir quels sont les salariés qui sont impactés par le projet et qui seront concernés par les licenciements, parce que c'est la catégorie des assistantes, des juristes, des comptables, etc. Ça relève du contrôle de l'administration, les critères d'ordre de licenciement, les mesures qui sont contenues par le PSE, reclassement, accompagnement, etc. Tout ça, ça relève de l'administration et donc du juge administratif. Les points qui ne sont pas contrôlés par l'administration, vous aurez par exemple le motif économique. Donc ça génère parfois de la frustration de la part des CSE et des syndicats qui se rapprochent de l'administration en disant « Et là, dans ce projet, vous voyez bien que le motif qui est invoqué par l'employeur n'est pas suffisant, les difficultés ne sont pas caractérisées, la sauvegarde de la compétitivité non plus. Donc l'employeur ne devrait pas pouvoir faire un plan de sauvegarde de l'emploi. » Ce à quoi l'administration répond, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, qu'elle ne peut pas contrôler le motif économique et que donc elle ne pourrait pas refuser l'homologation ou la validation du PSE sur ce motif-là. Autre point qui ne relève pas du contrôle de l'administration, c'est le bon usage ou le mauvais usage des aides publiques. D'ailleurs, l'administration n'a aucune connaissance des aides publiques qu'aurait reçues la société, parce que quand on parle d'administration, on n'a pas non plus, il n'existe pas un super logiciel qui permet à l'adresse qui contrôle le PSE de savoir que telle entreprise a reçu tant d'aides publiques, de tel montant, etc. Elle ne peut pas contrôler si elles en ont reçu ou pas, pour quel montant, s'il y a eu un mauvais usage ou un bon usage. Et quand bien même l'administration, la DRETS, aurait connaissance de cette information, elle ne pourrait rien en faire puisque le Code du travail ne lui permet pas de refuser l'homologation ou la validation du PSE sur un mauvais usage ou sur un trop perçu d'aide publique. Et la décision d'homologation ou de validation, je ne l'ai pas précisé, mais c'est extrêmement important puisque le Code du travail prévoit que l'employeur ne peut pas licencier, il ne peut notifier aucun licenciement en l'absence de décision d'homologation ou de validation du PSE. Donc c'est un précieux sésame que tout employeur cherche à obtenir quand on est dans le cadre obligatoire du PSE. Un autre point qui est important concernant l'administration, c'est ses modalités de saisine. Je vais être un peu plus dans le pratique et dans le concret. Quand un employeur envisage un plan de sauvegarde de l'emploi, il va sur Internet. On a un site Internet qui s'appelle RUPCO, pour Rupture Collective. C'est géré par la DGEFP, donc le ministère du Travail au niveau central. Il crée son espace personnel. Il commence par rentrer, je dirais, une fiche d'identité de l'entreprise. Donc on a le nom, le secteur d'activité, l'effectif, le nombre d'établissements, etc. C'est ce qui permet d'ailleurs par la suite de ressortir, d'extraire toutes les données et les statistiques qu'on a sur les PSE. Il rentre aussi une sorte de première fiche d'identité aussi du PSE, où on va connaître le nombre de suppressions de postes, est-ce que c'est des licenciements économiques ou des modifications du contrat, etc. Et une fois que cet espace personnel est créé, on a un message automatique qui est généré qui va informer la DRETS que ce PSE est en cours. La DRETS qui est compétente va se rapprocher de l'employeur via RUPCO, parce qu'à partir de ce moment-là, tous les échanges entre l'administration et la société se font uniquement via RUPCO. Elle informe la société en lui disant voilà la direction régionale qui est compétente, voilà le nom de l'agent instructeur qui va s'occuper de votre dossier, son adresse mail, son numéro de téléphone. On vous remercie de transmettre ces informations au CSE et aux délégués syndicaux pour qu'ils puissent entrer en contact et de nous transmettre à nous-mêmes les coordonnées des membres du CSE et des délégués syndicaux. Parce qu'il faut savoir que le CSE, les délégués syndicaux et les salariés n'ont pas accès à RUPCO. C'est uniquement un moyen de communication entre l'administration et la société. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que c'est grâce à RUPCO que l'administration opère son contrôle. C'est-à-dire que tout au long de l'administration, la société doit télécharger sur ce site interne, sur son espace personnel, les convocations du CSE, les PV de réunion, le document unilatéral ou l'accord collectif, les documents d'information transmis au CSE, rapport d'expertise, etc. Tous les documents vont sur cet espace personnel et c'est ce qui permettra à l'administration de contrôler que la procédure a lieu comme il le faut. Le CSE et les délégués syndicaux, eux, sont en contact avec l'administration, donc comme j'ai dit tout à l'heure, via les mails ou les numéros de téléphone. Un autre point qui est intéressant, c'est comment se passe l'ouverture d'une procédure. Et là, on a des pratiques qui changent selon les régions.
En Ile-de-France, par exemple, où on a 40% des PSE de toute la France, la DRIETS a pour habitude de commencer la procédure en envoyant à la société, avec copie aux délégués syndicaux et au CSE, une lettre d'observation. Une lettre d'observation qui va lister, qui va expliquer comment se passe la procédure, les différentes étapes, etc. Dans d'autres régions, où là, ça va être par exemple dans le département de la Vienne, l'usage de cette administration, c'est de recevoir la société à l'occasion d'une réunion pour échanger, pour savoir plus sur le projet qui est envisagé par la société et pour leur donner également les principales étapes du PSE. Et ensuite, elle reçoit également le CSE et les délégués syndicaux pour avoir un échange également sur la procédure, sachant que les CSE et les délégués syndicaux souvent s'y connaissent moins en droit et en procédure. Donc l'idée, c'est de leur donner les informations nécessaires pour que la procédure soit menée à son terme. Donc, en principe, ce contrôle qui est mené tout au long de la procédure d'élaboration du PSE, ça aboutit à ce que, au final, ça permet à l'administration de pouvoir corriger au fur et à mesure les éventuelles irrégularités ou approximations qu'il y aurait dans l'élaboration du PSE. Et cela a conduit à ce que, de 2014 à 2022, on n'ait eu que 4% de décisions de refus d'homologation ou de validation. Là encore, c'est des chiffres qui ont été donnés par la DGEFP, ce qui veut dire que 96% sont des refus d'acceptation d'homologation ou de validation. Et un autre point qui est aussi intéressant, c'est le taux de recours. Pardon. Le taux de recours, c'est également des chiffres qui ont été communiqués par la DGEFP. Le taux de recours est assez faible. Ça sera dans une présentation que je vous enverrai après la réunion, mais vous avez le taux de recours le plus haut, il était en 2014, donc tout de suite après l'entrée en vigueur de la loi, ce qui se comprend, il était de 7,60% des décisions ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Et le deuxième taux le plus important, c'était en 2021, c'était 9,8%. Là, c'était la période de crise et on avait des tensions, ça se ressent également ensuite pour les PSE. Mais en dehors de ces 2 années-là, le taux de recours était de 6% ou alors inférieur à 5%. Et le taux le plus bas était atteint en 2018 où on avait un taux de recours de 4,4%. Et autre élément qui est intéressant, c'est le taux d'annulation par le juge administratif des décisions administratives, qui lui aussi est assez bas, puisque le taux d'annulation le plus important, c'était encore une fois en 2014, c'est normal, les premières années d'application de la loi, où il atteignait 35%. Et ensuite, en 2015, il a baissé à moins de 25%. Et à partir de là, il a toujours été assez bas. 2018, il était inférieur à 15%. En 2016, inférieur à 15%, et 2018, il a atteint seulement 5%. Donc c'était l'année la plus basse. Ensuite, voilà, on a eu quelques augmentations, mais on a quand même toujours eu un taux d'annulation qui était assez bas. Et j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Le cabinet LBBA d'avocats, le cabinet d'avocats que je représente aujourd'hui, est un cabinet conseil de syndicats et de salariés qui a été créé dans les années 90 et qui est un praticien du droit du licenciement collectif depuis ces années-là, et donc un témoin privilégié, si je puis dire, de l'évolution législative et réglementaire du droit du licenciement économique. Nous pratiquons une activité spécifique, puisque le fondateur, Henri-José Legrand, a conçu dans les années 80-90 le conseil aux syndicats et aux organisations et aux collectifs de salariés comme un appui opérationnel à la négociation. Ça vise à donner aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux les moyens d'exercer la négociation, la discussion avec l'employeur comme acteur. Y compris pour analyser les projets de l'employeur et puis pour présenter des solutions alternatives aux projets de l'employeur. Donc cette idée de donner aux collectifs syndicaux des repères sur l'environnement juridique, sur les leviers, les opportunités, les contraintes de la loi est au cœur de notre activité de conseil, en particulier dans les plans de licenciement collectif. Le constat qui a été fait depuis des années, qui n'est pas démenti, c'est qu'il y a un très fort déséquilibre entre, d'une part, les représentants du personnel et les représentants syndicaux, et d'autre part, les directions d'entreprise en ce qui concerne le conseil juridique.
en particulier dans le domaine des relations collectives du travail. Il faut savoir que dans les organisations syndicales, l'essentiel des ressources juridiques est concentré vers la défense prud'homale individuelle ou les mandats de conseillers prud'homaux. Le droit du licenciement collectif est assez méconnu, encore maintenant, non seulement des syndicats et des représentants du personnel, mais aussi des salariés. C'est notre rôle que d'aider à discuter les projets de l'employeur. Il y a ce déséquilibre, justement, nous semble particulièrement marqué sur la question des licenciements collectifs. Et ce qui est en jeu, en réalité, c'est quelque chose qui est très important. C'est la loyauté dans la négociation collective et dans la consultation. Sans loyauté, il ne peut pas y avoir véritablement de négociation collective. Et c'est tout l'enjeu de l'intervention de mon cabinet et d'autres cabinets que d'essayer de rétablir un équilibre dans le rapport des forces sur ces discussions. D'un point de vue pratique, l'intervention des conseils de salariés, de syndicats dans les négociations apporte des solutions concrètes pour les salariés, que ce soit sur les dispositifs d'accompagnement et de sécurisation des parcours professionnels, que ce soit sur la mise en œuvre de mesures alternatives, de travail sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé et de sécurité, à la fois des salariés qui sont concernés par le plan et des salariés qui restent. Et ce à quoi on assiste dans ce domaine, c'est une très forte pression sur l'épaule des représentants du personnel qui ont à gérer une multitude de sujets extrêmement complexes, qui vont de l'analyse économique, des prévisions, de la stratégie, en passant par les emplois supprimés, les mesures de reclassement, l'environnement, la santé, la sécurité, donc des sujets nombreux et complexes, avec des moyens limités en temps, des moyens limités en argent, des moyens limités en ressources humaines, si je puis dire, disponibles et impliquées dans le dispositif, et soumis à de très fortes pressions, très importantes, des pressions de l'employeur, qui, lui, la plupart du temps, travaille sur le projet depuis des semaines ou des mois, et qui, lorsqu'il le présente à la représentation du personnel, veut en général aller très vite et à moindre coût, et donc qui exerce une pression forte sur les représentants du personnel, une pression légitime de la part des salariés, qui souhaitent avoir une visibilité rapide sur leur avenir, qui souhaitent, pour certains, pouvoir quitter l'entreprise avant la mise en œuvre du plan, parce qu'ils ont retrouvé un emploi rapidement, qui sont demandeurs d'informations, alors que, pour certaines, les informations sont confidentielles, pour d'autres, elles sont soumises à la négociation ou à l'arbitrage de l'administration. Et donc, cette pression qui s'exerce sur les représentants du personnel est difficile. On voit de nombreux collectifs, pour certains, littéralement craquer dans ce type de situation. Et en tout cas soumis à des facteurs de risque psychosociaux tout à fait évidents. J'en viens maintenant au droit à proprement parler du licenciement collectif. On peut résumer le droit du licenciement collectif en faisant quatre séries de sujets. Le premier sujet, et quand je parle du droit du licenciement collectif, je parle à la fois des grands licenciements et des petits licenciements. Premier sujet, c'est une analyse approfondie de la décision de gestion de l'employeur. Donc c'est la motivation économique du plan. C'est la discussion, l'analyse, éventuellement avec un expert comptable nommé par le CSE, de la motivation, des prévisions, de la situation économique et financière et de la réorganisation qui est projetée par l'employeur. C'est le premier thème qui est commun à toute procédure de licenciement collectif. Deuxième thème très important, c'est l'identification des emplois concernés. Quels emplois et en quel nombre? Et avec, comme l'a dit Madame, l'obligation de raisonner par catégorie professionnelle, qui est une notion juridique à part entière, qui permet au collectif d'abord de s'assurer du lien de causalité nécessaire entre la motivation économique, d'une part, et le nombre et la nature des emplois supprimés, d'autre part, de travailler sur ce lien de causalité, et permet aussi aux représentants du personnel de travailler sur un sujet tout à fait fondamental qui est ce qu'on appelle dans notre jargon ici l'organisation cible, c'est-à-dire l'organisation de l'entreprise
à l'issue de la restructuration, pour savoir si elle est viable, pour savoir si les conditions de travail vont être respectées, altérées, modifiées, et travailler notamment aux questions de santé et de sécurité des salariés qui restent dans l'entreprise après la réorganisation. C'est le deuxième bloc. Le troisième bloc, tout aussi essentiel, c'est la question, ce sont les règles qui déterminent les modalités de sélection des salariés concernés par la réorganisation, ce qu'on appelle l'ordre des licenciements. En réalité, l'ordre des licenciements est composé de règles assez nombreuses, assez techniques, qui doivent être en quelque sorte la traduction d'un principe qui détermine le licenciement économique comme étant non inhérent à la personne du salarié. Il n'y a pas de siège éjectable. Si l'entreprise décide de supprimer le service A, ce n'est pas nécessairement les salariés du service A qui vont être concernés. C'est un peu le mécanisme. Et donc, il y a tout un ensemble de règles, de questions à traiter, notamment sur le périmètre, sur les critères, sur l'objectivité des critères, pour arriver à une identification objective des salariés. Enfin, le dernier bloc de discussion d'un plan de licenciement collectif, ce sont les mesures alternatives au licenciement ou les mesures alternatives à défaut de licenciement au chômage. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le PSE dans les plans de plus de 10 salariés, ce qu'on appelle le plan d'accompagnement dans les petits plans, je mets des guillemets évidemment à petits. C'est un ensemble de mesures qui doit être discuté, qui doit être pensé, discuté, dont bien sûr mise en œuvre, et dont l'exécution elle-même doit être contrôlée. Et nous conseillons d'ailleurs que cette exécution soit contrôlée par une commission ad hoc, composée paritairement de représentants du personnel et de représentants de la direction. Ça, ce sont les grands piliers, en quelque sorte, de manière extrêmement schématique, hein, bien sûr, du licenciement collectif. Dans le questionnaire que vous avez adressé aux différents participants à la table ronde, vous avez souhaité connaître les évolutions que nous souhaiterions, enfin que nous présentons comme souhaitables sur l'évolution du droit du travail pour améliorer, je cite, la qualité des négociations collectives et particulièrement l'élaboration et la mise en œuvre des PSE. J'ai toute une série de recommandations. Je ne vais pas en faire ici l'inventaire complet. J'adresserai évidemment une note complète à votre commission à la suite de la réunion. Je vais en citer quelques-unes si le temps m'est encore, si j'ai encore un petit peu de temps. Ce que je peux vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est qu'après, on va avoir un moment de questions-réponses et qui seront basés justement sur les questionnaires qui vous ont été envoyés. Donc peut-être le faire dans un second temps. OK, dans un second temps. Deux mots pour terminer, si vous me le permettez, monsieur alors, 3 mots pour évoquer au moins les axes sur lesquels les améliorations nous semblent souhaitables. Premier axe, c'est de déjouer les fraudes massives aux licenciements collectifs qui sont organisés par les employeurs. Que ce soit par des ruptures conventionnelles individuelles, que ce soit par le détournement d'outils existants dans le Code du travail qui permettent d'une manière ou d'une autre de supprimer des emplois sans donner aux salariés et aux représentants du personnel les garanties formelles prévues par le droit du licenciement collectif. Le deuxième enjeu, c'est de sécuriser les procédures de licenciement collectif. Nous avons un certain nombre de recommandations à faire là-dessus, et de sécuriser davantage le parcours professionnel des salariés, en particulier, en instituant des règles d'ordre public auxquelles l'accord portant sur le PSE ne pourrait déroger. C'est un mécanisme qui, dans le Code du travail, se retrouve sur de nombreux sujets, mais pas sur celui des licenciements collectifs, ou très peu sur celui des licenciements collectifs. Ce qui veut dire que la négociation pourrait être davantage bornée en fixant un certain nombre de seuils minimums. Troisième axe, élargir les compétences de l'administration du travail, le domaine de compétences de l'administration du travail dans le contrôle des PSE. Enfin, renforcer le dispositif de recherche de repreneurs, ce qui est issu de ce qu'on appelle la loi Florange, en permettant une effectivité de ces dispositions, qui est très difficile actuellement à constater. Et enfin, c'est le dernier axe des préconisations que nous faisons, c'est l'axe visant à renforcer les moyens de communication des représentants du personnel et des syndicats au sein de l'entreprise
à l'aide des outils numériques. Je vous remercie de m'avoir écouté et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Maître. Je vais laisser la parole maintenant à Maître Rollin. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Ça marche ? Maître Bédis, il faudrait que vous coupiez votre micro. Merci. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, pour votre invitation. Ensuite, quelques mots sur l'endroit d'où je parle. Le cabinet JDS Avocats, dans lequel j'exerce mon activité professionnelle, est un cabinet spécialisé dans la défense des comités sociaux et économiques, CSE, des organisations syndicales, des salariés et des agents publics. Je suis avocate depuis 15 ans et spécialisée en droit du travail. La présente commission d'enquête porte sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement. Dans le cadre de mon propos liminaire, il m'apparaît important de porter à votre attention 3 points. 1. La notion de suppression d'emploi. 2. Les garanties associées au plan de licenciement. 3. La définition de la cause économique des licenciements. Premier point. Le terme de plan de licenciement, qui dans le sens courant vise les licenciements collectifs pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, anciennement le plan social, ne recouvre pas l'entièreté des questions de suppression d'emplois en France, qui est une question centrale. La suppression d'emplois doit être ici appréhendée comme la suppression définitive d'un poste au sein d'une entreprise donnée. Le salarié est partant et il n'est pas remplacé sur son poste ou sur un poste équivalent. D'une part, la suppression d'emplois est possible sans motif économique, notamment dans le cas des ruptures conventionnelles collectives. Il y a également des départs naturels non remplacés, comme le départ à la retraite ou la démission. Ce type de suppression d'emplois, qui n'est pas résiduel, ne donne pas lieu à des plans de licenciement. D'autre part, la suppression d'emplois est possible pour motif économique. Il y a alors 2 hypothèses. Soit le projet de licenciement pour motif économique vise 10 salariés et la mise en place d'un PSE est obligatoire, soit le projet de licenciement pour motif économique vise moins de 10 salariés et aucun PSE n'est mis en place. Ces petits licenciements collectifs pour motif économique, moins de 10, sont le point aveugle du régime des licenciements pour motif économique. Des délais d'information et de consultation du CSE très courts, 1 mois, aucune expertise économique et financière du projet, aucun contrôle de l'administration, aucune incitation à la négociation collective et en pratique, les négociations avec les organisations syndicales sont inexistantes. Vous l'avez compris, les suppressions d'emplois ont aussi cours en France, en dehors des plans de licenciement. Deuxième point, il est important, voire fondamental, d'avoir conscience que parmi les supports juridiques qui permettent actuellement aux sociétés de supprimer des emplois, les plans de licenciement, dits plans de sauvegarde de l'emploi, et les procédures qui les entourent sont symboliquement très chargés, mais ne sont pas juridiquement les plus défavorables en l'état du système juridique aux prérogatives des représentants du personnel et aux droits des salariés. D'un point de vue de la représentation du personnel, tout d'abord, le comité social et économique et les organisations syndicales bénéficient d'une expertise économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette expertise, c'est l'expertise qui a le champ le plus large au sein du Code du travail et qui apporte un éclairage essentiel à la compréhension des représentants du personnel. D'un point de vue des salariés, ensuite, et à titre d'exemple, les sommes perçues à l'occasion de la rupture sont généralement supérieures au licenciement de droit commun. Des dispositifs d'aide au retour à l'emploi sont prévus, qu'il s'agisse d'incitations financières, notamment le financement de la formation professionnelle, ou d'accompagnement par des cabinets de reclassement. L'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE, est supérieure en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé au licenciement pour motif économique. Est-ce à dire que ce véhicule juridique est suffisant ? Non, loin s'en faut. Mais c'est celui qui offre en l'état les garanties les plus larges, notamment pour les représentants du personnel. Cela en dit évidemment long sur la réduction des prérogatives des représentants du personnel subie depuis plusieurs années. À ce titre et de manière générale, augmenter le champ de la négociation collective sans avoir renforcé les moyens des représentants du personnel est une gageure. Plus précisément, quelques observations sur le dispositif actuel des plans de licenciement. En premier lieu, il convient de rappeler que la décision de licencier revient à l'employeur et à lui seul. Les organisations syndicales sont seulement invitées à négocier les conséquences de cette décision patronale. Il est important de le rappeler car un flou peut parfois être entretenu
sur ce point pour mouiller les organisations syndicales, pacifier les relations sociales et fabriquer le consentement des salariés. En deuxième lieu, notre pratique au sein du cabinet atteste d'une pression forte de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités, DRIETS ou DRIETS pour l'Île-de-France, pour la signature d'un accord collectif sur le plan de licenciement pour 1. Alléger son contrôle et 2. C'est mon intuition, réaliser les objectifs assignés en interne. De manière générale, afficher un projet de suppression d'emplois avec le prétendu accord des organisations syndicales, c'est une sorte de fétiche, alors même que les suppressions d'emplois demeurent et sont bien réelles. En troisième lieu, dans le cadre des licenciements, la DRIETS joue un rôle de conseil des employeurs pour les aider afin qu'ils obtiennent la décision de validation ou d'homologation du projet de licenciement, notamment par des entretiens réguliers au cours de la procédure, par la possibilité de formuler des propositions sur le PSE et par la pratique des lettres d'observation. Dès lors, le plan de licenciement validé ou homologué n'est pas un signe de défaillance des pouvoirs publics, puisque c'est dorénavant dans leur mission de conseil. Enfin, et en dernier lieu, il faut désigner, peut-être affronter, l'éléphant dans la pièce. N'entre pas dans le contrôle de la DRIETS la cause économique du licenciement. Les organisations syndicales et la DRIETS participent donc a priori à l'élaboration d'un éventuel accord collectif entourant une décision de licencier potentiellement illicite, le contrôle de la licéité de cette décision se faisant a posteriori. On s'habitue à tout, mais il faut relever qu'en termes de logique, ce n'est pas commun. Le motif économique, parlons-en. Ce sera mon troisième et mon dernier point. La définition de la cause économique du licenciement a été assouplie par la loi et la jurisprudence, au point qu'il est difficile de cerner quelle situation économique de l'entreprise ne pourrait plus justifier un licenciement pour motif économique. Toute notion de contrainte extérieure et de difficultés structurelles et non pas simplement conjoncturelles semble abandonnée alors qu'elle existait jadis. Un exemple. Au terme de la loi, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la compétitivité est de nature à constituer une cause économique de licenciement. Tout d'abord, ce terme de compétitivité ne repose sur aucun critère comptable ou financier clairement défini. Les experts comptables mesurant plutôt la performance économique en termes de profitabilité ou de rentabilité. Ensuite, pour tenter de donner une certaine consistance à cette notion, les praticiens ont tenté de considérer qu'il appartenait alors à l'entreprise qui voulait licencier de se comparer à ses concurrents pour justifier une perte de compétitivité, notamment en démontrant une perte de part de marché. Cette position, qui apparaît tout à fait logique, la compétitivité nécessite de se comparer à ses concurrents, qui a été initialement accueilli par la jurisprudence, a récemment fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle défavorable. Je vous livre les décisions récentes sur ce thème pour que vous puissiez apprécier les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En 2022, la Cour de cassation a jugé que la notion de compétitivité ne nécessite pas d'apporter d'éléments de preuve concernant la situation des concurrents de l'entreprise. En 2024, le Conseil d'État a jugé que la compétitivité de l'entreprise peut être menacée et justifier des licenciements dans une association à but non lucratif. C'est à en perdre son latin. Dès lors, l'absence de définition stricte de la cause économique et favorise des décisions arbitraires de restructuration opportunistes plutôt qu'économiquement nécessaires. En conclusion, le sens des dernières réformes est de faciliter et de sécuriser les licenciements et donc les plans de licenciement. Ma dernière remarque sera pour les salariés les plus téméraires qui iraient contester leur licenciement pour motif économique. Ils devront s'attendre, 1, à l'application du barème Macron, qui est un mécanisme qui permet à l'employeur non pas une prévisibilité de ses choix de gestion, mais une prévisibilité de la violation de la règle de droit. 2, les marges du palier étant toujours plus hautes pour les salariés licenciés, le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement perçues à l'occasion du plan de licenciement pour réduire les indemnités allouées par le Conseil de prud'homme en réparation d'un licenciement illégal, alors que les deux choses sont totalement sans rapport.
Nous devons ces 2 joyaux aux ordonnances du 22 septembre 2017, l'objectif étant évidemment ici de dissuader les recours des salariés en contestation de leur licenciement pour motif économique. Au regard de ces observations, s'agit-il de défaillance parce qu'on n'aurait pas pris la mesure des conséquences de ces choix politiques ou d'une volonté déterminée? Je vous laisse juge et je vous remercie de votre attention. Merci, Maître Rollin. Je vais passer la parole à Maître Châteauvieux. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, merci beaucoup de votre accueil à cette commission. Je voudrais essentiellement parler d'expérience, de sorte à éclairer le débat en précisant à titre préliminaire que au niveau de notre cabinet Actance, nous accompagnons les entreprises, alors pas seulement sur des opérations de restructuration, mais effectivement beaucoup sur ce type d'opération. Et en premier lieu, je voudrais dire qu'un rôle essentiel pour nous, c'est d'aider l'entreprise à identifier quel est le bon outil pour le projet qu'elle doit mener. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les entreprises se réorganisent, elles ont une nécessité de le faire à certains moments. Et donc, à nous de les orienter sur le meilleur outil. S'agit-il d'une rupture conventionnelle collective? S'agit-il d'un PSE? S'agit-il d'un accord de performance collective? Il y a une multitude d'outils et notre rôle, c'est d'abord de les aider à identifier le bon outil. Lorsque l'on construit des opérations de licenciement économique, et je vais faire un focus, puisque c'est l'objet de la commission, je vais faire un focus sur les plans de sauvegarde de l'emploi. Eh bien, la construction de ce type de dossier nécessite un travail préparatoire évidemment important. On a entendu tout à l'heure effectivement que l'entreprise avait une forme de temps d'avance, mais ce temps d'avance, il est nécessaire pour construire 3 types de documents. Je pense que c'est important, notamment par rapport à la notion de contrôle de l'administration. C'est important de comprendre qu'on a 3 documents qu'on établit côté entreprise. On a un premier document qu'on appelle en général le livre 2, qui est un document qui comporte à la fois le motif économique, donc toute l'explication économique du projet de restructuration, qui comporte aussi la description de l'organisation cible, c'est-à-dire comment fonctionne-t-on aujourd'hui, comment doit-on fonctionner demain et comment ça se traduit en termes de suppression de postes. Donc là, nous ne parlons pas des personnes, nous parlons des postes. Et dans ce document-là, il y a donc toute l'explication sur la manière dont l'entreprise doit se réorganiser pour soit faire face à des difficultés économiques, soit faire face à un besoin de sauvegarder sa compétitivité. L'évolution législative au cours des dernières années a permis notamment d'éclaircir un point fondamental qui est la définition des difficultés économiques. Cette notion-là, elle est aujourd'hui inscrite dans le Code du travail. On a les critères qui permettent de dire qu'on est en difficulté économique ou pas. La notion qui, quant à elle, n'est pas définie par le Code du travail, mais qui est purement une construction jurisprudentielle, c'est la notion de sauvegarde de compétitivité. Comment une entreprise adresse ce sujet? Eh bien, évidemment, la plupart du temps, on doit produire un certain nombre de documents qui vont permettre de faire face, d'expliquer en fait la manière dont l'entreprise a baissé en termes de compétitivité. Ses marges sont par exemple plus faibles. Donc elle va, si elle ne met pas en place des mesures pour se restructurer, elle va au-devant d'ennuis plus grands. C'est ça la sauvegarde de la compétitivité. C'est le besoin, avant que la situation soit vraiment difficile, c'est le besoin d'améliorer son organisation, de la changer, de la modifier, de s'adapter au marché. Voilà, il y a toute une série de critères qui peuvent permettre de définir effectivement cette notion de sauvegarde. Puis il y a évidemment d'autres motifs qui sont par exemple les limitations technologiques. Enfin, on a 4 motifs de licenciement économique envisagés dans le Code du travail. Donc ce livre 2, il est très important effectivement pour expliciter ces notions. Je précise tout de suite que ce livre 2 n'est pas validé par l'administration du travail. Ce n'est pas son rôle. Elle s'assure simplement qu'il y a l'exposé d'un motif économique qui a été présenté et qui sera discuté avec les représentants du personnel. Deuxième document que nous préparons, ce qu'on appelle le livre 1, qui lui contient les catégories professionnelles, les critères d'ordre de licenciement et toute la partie plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire toutes les mesures d'accompagnement
de ces ruptures. On a différents types de ruptures. Ça peut être également aussi, bien sûr, des ruptures des volontaires, du volontariat au départ. Il y a des plans mixtes. Bon. Aujourd'hui, on a une notion qui est essentielle pour l'application des PSE, qui n'est pas définie par le Code du travail, qui est là aussi purement jurisprudentielle, c'est la notion de catégorie professionnelle. Cette notion-là, elle est importante parce qu'elle est souvent, elle occasionne des débats en fait compliqués entre les membres du CSE ou les syndicats quand on est sur une négociation et la direction, parce qu'on n'a pas la même vision de ce qu'est une catégorie professionnelle. L'entreprise, quant à elle, elle a une vision qui est comment je vais travailler demain. Et donc mes catégories professionnelles ne peuvent pas être trop larges, parce que si elles sont trop larges, ça signifie que risque de partir des gens qui sont très éloignés en fait des postes que l'on supprime. Et donc, on va devoir repositionner dans une catégorie professionnelle des salariés qui n'ont pas toutes les compétences pour occuper les postes qui restent dans la catégorie. Donc, côté entreprise, on a une vision qui est une vision opérationnelle, qui est challengée, et c'est normal, c'est le rôle évidemment du CSE, des syndicats et de leurs conseils, mais c'est une vision très opérationnelle qui nous porte à chercher une notion, enfin en tout cas une application des catégories professionnelles qui soit une application qui fonctionne pour l'entreprise et qui ne mette pas l'entreprise en danger lorsque la réorganisation sera mise en œuvre. Et la deuxième partie du livre 1, très importante, c'est la partie plan de sauvegarde de l'emploi. Là, il faut vous dire que depuis, en effet, qu'on discute avec l'administration du travail, avec tous les moyens qui ont été rappelés tout à l'heure, notamment les échanges via Rubco, etc., l'amélioration de la qualité des plans. Alors, je parle notamment des entreprises qui soit sont de plus de 1000 salariés, soit appartiennent à un groupe de plus de 1000 salariés, quand même, c'est un nombre de plans important. Il y a un dispositif qui est fondamental, qui est le congé de reclassement. On n'en a pas parlé, je pense que ça mérite d'en dire deux mots. Le congé de reclassement, c'est un dispositif qui, rappelons-le, est financé par l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés qui sont en congé de reclassement sont en contrat suspendu, ils se consacrent à 100% à leur recherche d'emploi, ils sont accompagnés par les mesures du plan à cette occasion, et ces salariés ne pèsent pas, ne sont pas pris en charge par France Travail pendant cette période-là, le congé de reclassement pouvant durer jusqu'à 12 mois, voire 24 mois, quand on a des formations de reconversion qui durent au-delà de 12 mois. Donc, ce sont des dispositifs, quand on est face à ce genre d'outils, ce sont des dispositifs qui permettent véritablement un accompagnement des salariés. C'est la responsabilité de l'entreprise de se faire aider par un cabinet qui va accompagner les salariés dans la recherche de réemploi. Et croyez bien que l'objectif, quand on prépare ce type de dossier, c'est la qualité des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, ce qui est important pour les salariés, et nous le savons côté entreprise, c'est quels sont les moyens que nous mettons en place pour faire en sorte que les cellules d'accompagnement, les antennes emploi, puissent le plus en amont possible orienter les salariés, les renseigner, les rassurer, leur donner des informations sur la manière dont ils pourront éventuellement retrouver un emploi dans leur région. Donc tout ça, ce sont des mesures que nous pouvons mettre en place et qui sont habituellement mises en place dans les PSE. Donc je dirais que dans la mise en place, dans la préparation des PSE, on a aussi un troisième volet que j'aborderai rapidement, c'est le volet santé-sécurité, livre 4. Donc livre 2, livre 1, livre 4. Livre 4, c'est quels sont, côté entreprise, les risques que nous identifions au déploiement de la réorganisation. Nous avons cette responsabilité de dire, si on réorganise, et même pendant le temps de la procédure, quels sont les risques qu'on identifie, parce que nous devons mettre à jour notre document d'évaluation des risques professionnels, et nous devons déployer des moyens d'accompagnement, notamment pour les risques psychosociaux. On sait que ce sont des périodes qui sont difficiles pour les salariés. L'entreprise met en général en place, dans quasiment 100% des cas, des cellules d'accompagnement par des psychologues, etc., qui sont là pour aider les salariés à, je dirais, percevoir, enfin, avoir des perspectives
d'accompagnement s'ils ont besoin effectivement psychologiquement d'être aidés. Donc c'est un gros travail. Ce travail, il doit être mené en amont. Ce travail, effectivement, quand on le mène en amont pour l'entreprise, on ne partage pas encore, évidemment, avec le CSE ou avec les syndicats, parce que c'est un travail qu'on doit d'abord mener en chambre pour être à l'aise avec ce qu'on va présenter. Mais tout au long de la procédure d'information-consultation, évidemment, ce travail est partagé, challengé, et on est en mesure, évidemment, d'améliorer certaines mesures, de rediscuter de certaines autres. Pourquoi pas, évidemment, de retravailler, d'apporter des compléments d'information sur la motivation économique. C'est le rôle de l'expert du CSE. Et ce que nous voyons, enfin, en tout cas de mon expérience, dans 100% des PSE, dans 100% des procédures de licenciement collectif, le CSE est accompagné d'un expert. Donc, le côté, si vous voulez, distorsion entre les moyens alloués pour les entreprises et l'accompagnement des CSE, je pense qu'il est en partie contrebalancé par le fait que l'expert financé par l'entreprise, désigné par le CSE, il a le choix de cet expert. L'expert est à la fois un expert comptable, un expert également qui adresse tous les autres sujets, la qualité du PSE, les risques psychosociaux. Donc la mission est extrêmement large et donc ça permet effectivement de rétablir un équilibre dans cette procédure. Voilà, donc je pense qu'il faut comprendre en effet la structuration de ces dossiers. Évidemment, l'objectif, c'est de travailler le plus près possible de l'administration, non pas pour la mettre dans notre poche, mais parce qu'il est important d'avoir son regard, d'avoir ses attentes, de connaître ses attentes. On connaît à peu près les grands sujets, évidemment, qui sont en général examinés par l'administration, mais on est attentif, on est à l'écoute, à la fois des CSE, des syndicats lorsqu'on négocie le plan. On ne négocie que le livre 1, naturellement, on ne négocie pas le reste. Et j'allais dire que ça s'explique très facilement par le fait que c'est l'entreprise qui assume le risque, y compris judiciaire, des contentieux derrière. Donc, ce n'est pas illogique qu'on ne négocie pas le livre 2. Mais soyez sûr que l'entreprise est très vigilante à faire en sorte que cette opération de réorganisation, quand elle doit la mener, doit se passer dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des dossiers difficiles, bien sûr, sur le plan social, mais l'entreprise, elle n'a qu'un enjeu, elle a deux enjeux, pardon. C'est effectivement traiter de la meilleure manière les personnes qui vont partir, c'est aussi pouvoir préserver les salariés qui vont rester, car ils doivent avoir toujours le souhait de continuer à travailler pour l'entreprise, donc l'entreprise doit démontrer qu'elle est à la hauteur de ce type de projet. Et donc ça, c'est important également, évidemment, d'adresser la situation des salariés qui vont rester. Voilà, je crois que, si vous voulez, on parle essentiellement des plans de sauvegarde de l'emploi, mais je crois quand même que les PSE ont des éléments qui sont vertueux, et notamment cet accompagnement réemploi. C'est vraiment, le PSE est un des outils mobilisés à cet effet, contrairement en effet à tout ce qui est rupture conventionnelle. Je parle de la rupture conventionnelle individuelle. La rupture conventionnelle collective s'accompagne de mesures, puisque c'est négocié, il y a des mesures d'accompagnement aussi des salariés. Mais sur la rupture conventionnelle individuelle, qui occasionne beaucoup plus de départs, beaucoup plus de pertes d'emploi en France chaque année que les PSE, mais bon, ce n'est pas l'objet de notre échange d'aujourd'hui, mais néanmoins, en tout cas, ce n'est pas forcément au cœur. En tout cas, la rupture conventionnelle individuelle, c'est effectivement un dispositif qui est très souvent demandé par les salariés. N'oublions pas, il faut le préciser, souvent les salariés sont demandeurs, parce qu'à un moment donné, bon, pour plein de raisons, ils souhaitent effectivement changer d'activité, partir de l'entreprise. Peu importe la raison, mais très souvent, ce sont les salariés qui les demandent. Ce sont des ruptures qui, effectivement, interviennent en beaucoup plus grand nombre. Et le PSE, quant à lui, en effet, il est peut-être beaucoup plus sujet à émoi, dans l'actualité notamment, mais il comporte véritablement des mesures qui sont beaucoup plus protectrices des intérêts des salariés en termes d'accompagnement du réemploi.
Voilà très rapidement ce que je souhaitais vous dire pour que vous compreniez un petit peu la manière dont nous travaillons et ce que nous devons préparer. Et je crois que ça illustre à la fois la complexité, mais aussi la technicité de ce type de préparation, de projet. Ce sont des choses qui sont vraiment très sérieusement établies, car encore une fois, l'entreprise souhaite véritablement que son projet soit un projet qui à la fois accompagne les salariés qui partent, mais aussi préserve les salariés qui restent. Merci maître. Je vous laisse, maître Granger. Je ne dirais pas conclure, c'est pas le cas, mais intervenir. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la députée, beaucoup de choses ont déjà été dites et je vais essayer de ne pas les redire, mais peut-être de les mettre un peu plus en perspective au regard du titre de votre commission d'enquête qui semble considérer d'ores et déjà qu'il y aurait une défaillance des pouvoirs publics face à la multiplication des plans sociaux. Je crois que, en réalité, ce débat sur les plans sociaux, nous l'avons depuis plus d'une trentaine d'années. Et je pense que c'est important de bien avoir en tête d'où on vient. D'où on vient, c'était une situation où, le licenciement économique en France a toujours été possible. Les conditions dans lesquelles on mettait en place, en revanche, un licenciement économique ont pu faire l'objet de débats par le passé qui ont finalement été tranchés par le Conseil constitutionnel. Quelle était la problématique? Est-ce qu'on ne peut autoriser les licenciements économiques que quand la société est effectivement en difficulté économique? Et là, il y a eu des débats en 2002 sur ce sujet où, effectivement, le législateur a voulu restreindre jusqu'à dire que ça n'était que quand on avait des difficultés économiques qu'on devait pouvoir licencier. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 14 janvier 2002, a dit « ça n'est pas possible de restreindre autant le recours au licenciement économique. C'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. » Et depuis, en réalité, le motif économique fait l'objet de décisions de jurisprudence. C'est vrai que la notion de sauvegarde de la compétitivité est peut-être un peu moins claire que la notion de difficulté économique, parce que quand on parle de difficulté économique, on regarde les résultats. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si c'est positif, il n'y a pas de difficulté. Si c'est négatif, il y a des difficultés. En revanche, la sauvegarde de la compétitivité, mais ça a été quand même clarifié par la jurisprudence, exige qu'il y ait des menaces sérieuses qui pèsent sur l'entreprise. Et ces menaces sérieuses pèsent non seulement sur l'entreprise, société juridique, mais sur le secteur d'activité du groupe. Et c'est vrai qu'il y a encore un domaine dans lequel il y a un peu d'incertitude, c'est comment on détermine le secteur d'activité du groupe qui va être le périmètre d'analyse du motif économique. Là-dessus, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile de lire la jurisprudence sur est-ce que c'est l'ensemble des équipementiers automobiles, des activités d'équipementiers automobiles, par exemple, qu'il faut prendre en compte, ou c'est effectivement, pour un groupe d'équipementiers automobiles, un certain nombre de produits qui sont à peu près communs. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir encore une clarification, mais elle n'est pas facile à faire. Elle n'est pas facile à faire. Le législateur a essayé de le faire dans les ordonnances Macron. On voit que malgré ce qui est dit dans le texte des ordonnances Macron, le juge prend une certaine liberté par rapport à son appréciation. C'est vrai que là-dessus, il y a un petit peu d'incertitude sur le plan de la jurisprudence. Ensuite, il y a la procédure de consultation. Et c'est probablement de là que venait la principale difficulté. La procédure de consultation était une procédure que la jurisprudence avait finalement fini par rendre totalement incertaine. Pourquoi? Parce que les juges disaient, écoutez, il faut que le comité social et économique ait des informations
suffisamment précises et un temps d'examen suffisant. On ne savait pas ce qu'était le délai suffisant. Et donc, systématiquement, ou quasi systématiquement, le CSE attendait la fin de la procédure pour dire « j'ai pas eu un délai suffisant » et poser ces questions. Ça, c'était la première chose. La troisième exigence, c'était l'exigence d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Depuis l'amendement Aubry, qui date à peu près des années 2000, le texte prévoit que est nul est fait tout licenciement qui serait prononcé en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, il y avait une appréciation a posteriori du juge sur le caractère suffisant ou non des mesures de reclassement. Et là, ça crée énormément d'incertitudes, parce que vous aviez une procédure dont j'ai dit les délais pouvaient être de 3, 6 mois, 9 mois, et à l'issue de cette procédure de 3, 6, 9 mois, le juge pouvait arriver en dernier lieu et dire « moi je trouve que vos mesures ne sont pas suffisantes ou qu'il y a une irrégularité dans la procédure de consultation et donc vous devez recommencer au départ ». Et ça, c'était effectivement totalement inacceptable pour l'ensemble des acteurs. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, la réforme de 2013 a été mise en place. La réforme de 2013, elle a été mise en place pour effectivement sécuriser la procédure. Je ne vous cache pas qu'en tant qu'auxiliaire de justice, je regrette un peu que nous n'ayons pas trouvé, de part et d'autre, je ne mets pas les avocats de syndicats dans un autre panier que les avocats d'employeurs, je regrette un peu que nous n'ayons pas trouvé ensemble le moyen d'avoir un processus judiciaire qui soit progressif, apaisé, mais probablement la justice n'a pas les moyens d'organiser cela. Et c'est dans ces conditions que, effectivement, le législateur s'est dit on va distinguer certaines obligations de fond, comme la question du motif économique, comme la question de l'application des critères d'ordre, mais en revanche, la procédure de consultation et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, on va en confier le contrôle à l'administration. Première chose. Deuxième chose, les plans sociaux ont un caractère totalement traumatisant. L'objectif n'est pas de mettre par terre les entreprises lorsqu'elles conduisent des plans sociaux. Elles sont déjà a priori en difficulté économique parce que, Madame Châteauvieux vous l'a dit à juste titre, on ne réorganise pas une entreprise pour se faire plaisir. On ne supprime pas des postes pour se faire plaisir. Je peux vous dire que quand on est chef d'entreprise, ce qu'on aime, c'est développer l'emploi, développer de nouvelles activités. On n'aime pas réduire la voilure. C'est forcément dans des situations délicates qu'on réduit la voilure. On ne s'amuse pas à réduire l'emploi pour réduire l'emploi. C'est forcément une période difficile. Et donc, ce n'est pas le moment de mettre l'entreprise totalement par terre avec des contraintes qui sont incertaines, etc., etc. D'ailleurs, on peut constater quand même que l'évolution de l'emploi et des investissements à la suite de ces trois réformes, essentiellement loi de sécurisation, loi de 2016, puis les ordonnances 2017, ont jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que la situation est un peu différente là depuis à peu près 6-9 mois, ont permis de limiter les plans sociaux et d'améliorer le taux d'emploi. Bon, je dis ça, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas capable de faire un lien de corrélation, mais en tout cas, c'est quand même une réalité. Pour revenir à mon sujet, on s'est dit, il faut avoir un nouveau mode de contrôle progressif, et 2, on s'est dit, il faut effectivement permettre à l'administration d'intervenir. Et c'est dans ces conditions que, d'un contrôle judiciaire a posteriori, il a été mis en place une procédure administrative. Cette procédure fonctionne bien. Moi, je tiens à le souligner. Et je crois qu'il a été rappelé au début que certaines DRET, et notamment celle d'Île-de-France, envoient une lettre circulaire dès qu'on lui notifie un projet de plan social qui explique
quelles vont être toutes les exigences et ce que va devoir faire l'entreprise. Je peux vous dire que ça n'est pas simple à faire. C'est plutôt compliqué. Et les entreprises le suivent à la lettre. Et c'est vrai que, de notre côté, j'ai vu que parmi les questions que vous posiez, il y avait « est-ce que vous avez un lien avec l'administration ?» La réponse, je n'ai aucun lien avec un quelconque fonctionnaire de la DRIET, mais en revanche, nous avons effectivement des échanges professionnels, car précisément, les exigences qui sont posées par cette lettre circulaire sont, pour certains aspects, me paraissent personnellement excessives. Parce que je crois qu'il faut vraiment que vous ayez en tête que l'objectif d'un plan social, ça n'est pas de mettre l'entreprise par terre. Et beaucoup des évolutions qui ont pu être faites depuis une trentaine d'années, ça a été juste en dehors de ce changement de prisme de contrôle, c'est-à-dire un prisme contrôle de l'administration a priori sur le contenu du plan social et la régularité de la procédure de consultation et contrôle a posteriori sur le motif économique, les autres modifications qui ont été apportées ont juste été des modifications qui tombent sous le sens. Je vais en donner quelques exemples. On a par exemple exigé que le reclassement interne, on n'aille pas dans les groupes internationaux rechercher tous les postes à l'étranger, y compris en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, et qu'on recense tous les postes disponibles en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est pour les proposer à des salariés français qui n'avaient aucune intention d'aller travailler en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est effectivement une simplification qui a été faite. Donc, sur les obligations de reclassement. Sur le périmètre d'analyse du motif économique, on est resté sur le secteur d'activité, mais on a dit « Ah ben non, il ne faut pas que ce secteur d'activité, on l'analyse au plan mondial », parce que c'était le cas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'un groupe va bien en Amérique du Sud ou en Afrique que pour autant, on ne peut pas agir en France si ça va mal. Donc ça, c'est quand même des simplifications qui sont évidentes. Troisième simplification qui a été prise, c'est effectivement de dire, pour appliquer les critères d'ordre des licenciements. On vous a expliqué précédemment que, effectivement, ce n'est pas parce qu'on supprime un poste dans tel service que ce sera forcément celui qui occupe le poste qui va être licencié. Il faut regarder au sein de l'entreprise les catégories professionnelles, c'est-à-dire l'ensemble des postes qui sont substituables, et c'est là un deuxième point sur lequel il peut y avoir des incertitudes fâcheuses, c'est l'appréciation de est-ce que celui qui occupe tel poste dans tel service est vraiment substituable à celui qui occupe tel autre poste dans tel autre service. Bon, et il faut, une fois qu'on a déterminé la catégorie au sein duquel on applique les critères d'ordre des licenciements, il faut déterminer si les critères d'ordre des licenciements, on veut les appliquer au niveau de l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire si j'ai une implantation nationale entre les gens qui sont à Montpellier, à Toulouse, à Rouen et à Rennes et à Strasbourg, est-ce que je vais appliquer les critères d'ordre parmi ces 5 localités géographiques ou si je vais me les restreindre à la zone d'emploi? Et effectivement, le législateur a considéré que les critères d'ordre de licenciement, il fallait les appliquer à la zone d'emploi. Et à juste titre, parce qu'en réalité, on sait que la mobilité géographique des salariés est très faible, et donc on crée une usine à gaz pour rien. Donc il y a eu relativement peu de modifications au cours des 30 dernières années, autres que des corrections rendant le dispositif totalement inapplicable. Voilà. C'est à peu près ça ce qui a été fait dans les 3 dernières réformes, hormis ce passage du contrôle administratif qui a ses vertus, parce que c'est effectivement, on notifie le dossier, on reçoit une lettre d'observation de l'administration qui dit à tel endroit ça va pas, à tel autre ça va bien, à tel autre encore autre endroit, eh bien c'est insuffisant. Et comme on doit obtenir la validation de l'administration, effectivement, mon conseil, enfin je pense que c'est le conseil de toutes les entreprises, c'est de dire écoutez,
prenez en compte les observations de l'administration. Parce que si vous ne prenez pas en compte les observations de l'administration, eh bien l'administration refusera d'homologuer le plan. Donc c'est pour ça que le taux d'invalidation est très faible. Parce qu'en réalité, le plus souvent, on prend en compte. La deuxième chose, et c'est peut-être pour rebondir à ce qui a été dit par Mme Rollin, c'est qu'elle vous dit « mais l'administration incite les organisations syndicales à signer des accords parce qu'elle aurait des objectifs de signature d'accords ». Je pense que la problématique n'est pas celle-là. À ma connaissance, il n'y a pas d'objectif posé au sein de l'administration pour que les entreprises signent des accords. C'est tout simplement que quand l'administration voit que l'employeur s'est conformé aux différentes obligations, elle dit aux organisations syndicales, franchement, vous n'avez rien à gagner à ne pas signer un accord dans lequel, souvent, les organisations syndicales sont parvenues à obtenir une amélioration de certaines indemnités, notamment. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, je pense que les organisations syndicales, effectivement, signent les accords parce que, en général, le dispositif est un petit peu plus favorable. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je m'en limite à ces points introductifs, mais évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci, Maître. Il y a eu un long débat intéressant sur les invalidations de plans. Je vais donner mon opinion. Je ne sais pas si un président peut donner son opinion, mais je vais quand même le faire. Un plan qui est validé, c'est néfaste. C'est pas bon. Pour les salariés, d'une part, parce que la procédure dure plus longtemps et dans une situation qui leur est souvent compliquée individuellement, se retrouvent à ne pas trop savoir comment va se passer leur avenir. Et c'est néfaste également pour les entreprises qui, elles, sont obligées de remettre le dossier sur la table à des moments où elles sont financièrement, potentiellement en difficulté. Moi, j'avais une question sur une loi, c'est la loi Florange. On a dit que c'était une coquille vide. Je laisse les propos des personnes qui ont dit que c'était une coquille vide, mais la loi Florange, elle impose à ce que l'entreprise qui met en place un plan essaye de retrouver un repreneur sur un domaine d'activité proche ou identique. En général, quand un site ferme, c'est que l'activité, elle est plutôt difficile à transférer vers d'autres entreprises qui pourraient faire la même chose. Et ma question est, selon vous, ne devrions pas, nous, faire, législateurs, une évolution dans la loi Florange permettant, quelque part, que d'autres activités puissent potentiellement reprendre le site, qui ne sont pas des activités proches ou identiques. Je ne suis pas... j'ai pas le langage comme vous pouvez l'avoir de législatif, même si je suis législateur. Mais par contre, il faudrait, à mon sens, le faire de façon assez précise, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas non plus accepter que demain il y ait des aménageurs ou éventuellement des logistiques qui puissent reprendre les hectares libérés par l'activité. Voilà, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une évolution cadrée pour élargir le spectre des entreprises qui pourraient reprendre le site dans le cadre de la loi Florange, mais de façon suffisamment limitée pour qu'on puisse assurer, encore une fois, le fait que ce soit de l'industrie qui remplace l'industrie. Je vous laisse la parole pour les personnes qui souhaitent répondre à cette question. Monsieur le Président, votre question est vraiment intéressante parce que je crois qu'on est sur des questions de la loi Florange, sur un sujet particulièrement sensible dans la discussion d'un plan de licenciement. La vision que j'ai est que le dispositif n'est pas efficient pour au moins trois raisons. La première, c'est que le temps qui est donné à cette recherche de repreneurs est notoirement insuffisant. Tous les partenaires, tous les intervenants sur les plans sociaux, que ce soit l'administration, que ce soit les cabinets spécialistes qui assistent les entreprises dans la recherche de repreneurs, les représentants du personnel, les employeurs eux-mêmes, les conseils d'employeurs le disent, si on voulait vraiment mettre en œuvre des solutions de reprise d'entreprise, il faudrait un temps beaucoup plus long. Tandis que là, il est inséré dans les délais de la procédure de licenciement collectif. Ça, c'est le premier écueil de ce dispositif. Je pense personnellement qu'il faudrait que la procédure de licenciement collectif soit suspendue le temps nécessaire à une véritable recherche de repreneurs.
Deuxième écueil qui doit être signalé, c'est que ce dispositif n'est applicable que dans les entreprises ou les groupes employant au moins 1000 salariés. Ce qui veut dire que vous avez un angle mort gigantesque constitué de toutes les entreprises pour lesquelles ces obligations-là ne sont pas imposées. Sur le point précisément que vous évoquez, ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines face à une entreprise qui était en plan de licenciement collectif. Les représentants du personnel que j'assistais poussaient pour que l'entreprise mette en œuvre cette recherche de repreneurs, l'employeur considérant qu'il n'y était pas tenu parce qu'il ne remplissait pas les critères. Et puis, à force dans la discussion, on a compris qu'en réalité, l'objection de l'employeur, ce n'était pas une objection juridique, c'était la crainte pour lui que son site soit repris par un concurrent. En se disant, on a suffisamment de problèmes comme ça, si on fait venir un concurrent qui reprend notre activité, il va nous prendre des parts de marché, ce n'est pas du tout acceptable. Et c'était l'opposition vraiment de fond de l'employeur par rapport à ses obligations de recherche de repreneurs. C'est, à mon sens, un argument qui n'est pas recevable, parce qu'il ne faut pas confondre l'obligation de recherche de repreneurs et l'obligation d'accepter les offres de reprise. La loi est parfaitement claire. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, parce que la loi avait été censurée sur une partie par le Conseil constitutionnel, de sorte que l'employeur n'est jamais tenu d'accepter une offre de reprise, quelle qu'elle soit. Il a toujours cette liberté de l'accepter. Ce qui veut dire qu'on est tout à fait... il faut, je pense, renforcer cette obligation pour qu'elle puisse être efficiente, pour qu'elle puisse être effective, sans pour autant que l'employeur ne puisse nous opposer la crainte de faire rentrer un concurrent sur son marché, parce que c'est une crainte qui est infondée. Juste, pardon, pour compléter, c'est vrai que cette recherche de repreneurs, on parle de situation de fermeture d'établissement exclusivement. Cette recherche de repreneurs, elle est enfermée aujourd'hui dans des délais qui sont ceux de la procédure, c'est vrai, mais néanmoins, dans la pratique, il est bien évident que l'entreprise qui va être confrontée à cette situation, elle a recherché en amont, alors ce n'est pas forcément visible en effet du CSE en particulier, mais elle a recherché en amont la meilleure solution. Lorsqu'une solution de cession se dessine, elle a beaucoup plus intérêt, l'entreprise, à céder son activité, à donner en location-gérance ou à céder, enfin en tout cas à trouver une solution de transfert d'activité, que d'aller mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cas d'une fermeture et de ne s'occuper de ces obligations de la Florange qu'au moment en fait, où on démarre la procédure d'information-consultation. Donc c'est vraiment quelque chose qui la plupart du temps est adressé en amont. Et ensuite, lorsque ça arrive, lorsqu'il y a effectivement une recherche de repreneurs à réaliser, j'allais dire que le temps est contraint, c'est vrai, mais on a affaire à des cabinets. L'entreprise ne fait pas cette recherche toute seule. Elle adresse le sujet avec des cabinets spécialisés qui connaissent parfaitement, qui sont implantés en général partout en France, qui connaissent les bassins d'emploi, qui connaissent les activités, notamment industrielles, qui peuvent s'implanter. Donc on déploie des moyens très importants de façon à avoir effectivement une vraie recherche sérieuse avec tout l'environnement, tous les moyens en fait de ces cabinets spécialisés. Et lorsque il y a une perspective d'un repreneur qui se dessine, la plupart du temps, on aménage les calendriers d'information-consultation pour faire en sorte que, évidemment, la solution sérieuse qui pourrait se dessiner en matière de reprise puisse être étudiée en dehors peut-être du délai contraint de l'information-consultation sur le PSE. Voilà ce que je voulais préciser. Ça, c'est vraiment des choses qui sont issues de la pratique des entreprises. Donc, effectivement, il y a quelques années, c'était quelque chose qui était un petit peu, on va dire, traité non sérieusement. Et on avait le blanc-seing d'un cabinet. C'est plus, je crois, enfin honnêtement, pour les dossiers que nous connaissons, c'était plus du tout le cas. Il y a de vraies recherches, ne serait-ce que parce qu'il y a des enjeux locaux,
des politiques locaux qui se mêlent effectivement, et c'est bien normal, les maires, les préfets, qui se mêlent effectivement de ce genre de dossier. Donc l'entreprise n'est pas toute seule à gérer ça dans son coin et elle n'a pas l'intention de fermer le dossier juste pour dire j'ai rempli mon obligation. Donc c'est vraiment des choses qui sont menées sérieusement. Tu veux. Je partage largement ce qui vient d'être dit. En général, la procédure de consultation se poursuit, mais parfois après clôture de la procédure de plan social pour éventuellement retrouver un repreneur dans l'activité ou dans une autre activité. Mais il faut quand même reconnaître que ce dispositif a peu d'utilité en réalité, hein. C'est-à-dire que le nombre de reprises dans le cadre de la loi Florange, je n'ai pas les statistiques, mais c'est très faible. Et pour une raison qui s'explique et qui a été donnée, en fait, c'est en général, vous êtes face à une entreprise qui a des difficultés économiques ou qui a des menaces. En général, elle a encore besoin de ses clients. Elle a encore besoin de son outil de production qu'elle va transférer ailleurs. Et donc, si vous voulez, le nombre d'opportunités où on va trouver un repreneur qui va reprendre l'activité, c'est finalement assez faible. Mais après, il y a toujours des efforts de la part des entreprises, en tout cas, et des groupes que j'accompagne, pour essayer de retrouver une activité sur le site dans la procédure de licenciement ou après, de sorte qu'on essaie de réduire quand même les effets d'un licenciement. Peut-être sur ce point aussi, sur un dispositif qui est proche, et j'avais échangé avec des experts comptables qui échangent avec les directions sur ces points et qui méritent aussi peut-être votre attention. Il y a l'obligation de revitalisation des territoires qui est destinée à promouvoir l'émergence de nouvelles activités et la création de nouveaux emplois en remplacement de ceux supprimés par des licenciements pour motifs économiques. Je pense qu'il pourrait aussi être approfondi, y compris en impliquant davantage les pouvoirs publics, car alors, le temps de la procédure est rapide, très rapide, et ne permet pas toujours de mettre en place cette obligation, qui est du coup appréhendée aussi, alors je parle sous votre contrôle, mais c'est ce que l'expert comptable avec qui je travaillais m'indiquait, comme une taxe, puisque si l'employeur ne réalise pas cette obligation, il doit payer un nombre de SMIC par emploi supprimé, et c'est un peu dommage que ça soit réduit finalement à cette... c'est censé être une incitation financière et en fait ça devient une sanction et peut-être repenser cette revitalisation du territoire dans le cadre de ces licenciements. Merci, c'est vrai qu'une revitalisation de territoire c'est plusieurs années là où un plan est de quelques mois. Donc il y a peut-être des travaux à faire législativement pour assurer qu'une fois que le plan est fini, il y ait certains engagements auprès des employeurs qui puissent être mis en œuvre. Malgré le fait qu'ils ne soient pas essentiellement en difficulté puisqu'il y a un PSE, donc c'est peut-être de trouver quelques évolutions, il me semble. Je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur pour qu'il puisse vous poser certaines questions. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour vos interventions complètes, précises et qui éclairent nos travaux. Je me permettrai, Monsieur le Président, deux remarques, observations sur ce que j'ai entendu avant de vous proposer de préciser ou de développer un certain nombre d'analyses que vous avez pu faire. D'abord, je note, parce que je crois que ce sera utile dans les travaux de notre commission, en lien avec les auditions que nous avons conduites la semaine dernière, que l'administration n'a aucune connaissance des aides publiques reçues par une entreprise. Vous l'évoquiez au début, je crois que ça clair et que ça fait continuité avec les auditions de la DARES ou de la Cour des comptes que nous avions et que ça interroge là aussi. Et enfin, deuxième observation, je voudrais rassurer Maître Granger, notre sujet ici n'est pas d'étudier le plaisir que prendrait ou pas un chef d'entreprise à licencier. Nous ne sommes pas une commission d'enquête psychologique, nous sommes une commission d'enquête parlementaire et nous constatons en revanche, en tout cas c'est le constat que le rapporteur que je suis fait, qu'il y a de notre point de vue des licenciements qui répondent à des logiques, j'allais dire boursières, en tout cas des logiques d'accumulation du profit. Et la question qui nous est posée, que nous nous posons, c'est effectivement aussi l'appréciation du caractère de nécessité économique du licenciement. Ça a été évoqué. Et comment nous pouvons, nous, améliorer les choses sur la base de nos préconisations. Et c'est donc de ce point de vue-là que
je voudrais vous proposer de développer l'état de votre analyse sur plusieurs choses qui ont été évoquées. D'abord, il est évoqué, je crois, par Maître Bézize, la question de la construction d'alternatives, de la présentation de la recherche de solutions alternatives, et donc y compris de la capacité d'anticipation pour les salariés et leurs représentants lorsqu'un plan social est en construction, pour proposer et construire des alternatives. Or, nous avons souvent les exemples de situations dans lesquelles le temps dont disposent les salariés et leurs représentants, mais aussi les collectivités locales qui souvent les accompagnent, est inégal et déloyal, vous avez employé ce terme, pour construire une solution qui apparaisse comme crédible. Donc, comment pourriez-vous développer sur cette question-là, la question de la temporalité, je pense, est peut-être essentielle, et quelles seraient vos intuitions, vos propositions, vos préconisations pour renforcer cette capacité à construire des alternatives et à ce qu'elles soient ensuite mises en œuvre. Ensuite, vous avez évoqué la question de la loyauté, du déséquilibre. Là aussi, comment rétablir autant que faire se peut l'équilibre. Et j'ai également noté la question de la pression qui repose sur les épaules des représentants du personnel. Là aussi, comment, sur la base de votre expérience, nous pourrions, à travers les préconisations que nous ferions, soulager cette pression qui évidemment est considérable. Et puis éventuellement j'aurai d'autres questions après, mais je crois déjà avoir fourni un peu de matière. Merci monsieur le rapporteur. Alors, sur la question de l'anticipation et du travail des représentants du personnel sur les mesures alternatives, il y a déjà un grand pas qui a été franchi ces 30 dernières années, parce que Joël Granger l'évoquait tout à l'heure, le cadre dans lequel nous intervenons et l'activité que nous avons n'a rien à voir avec celle d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était presque un gros mot de la part des représentants du personnel de présenter des propositions alternatives. Fort heureusement, les choses ont changé et dans la plupart des cas, quand ils sont assistés sur le plan juridique et sur le plan économique, les représentants du personnel conçoivent des mesures alternatives qui peuvent être non seulement des mesures d'ordre économique, pourquoi pas, des alternatives aussi, contrairement à ce que disait ma consoeur, des alternatives sur l'ampleur du plan, sur le périmètre du plan, sur, pourquoi pas, le nombre et la nature des emplois supprimés. J'entendais tout à l'heure ma consoeur dire « le livre 2 ne se négocie pas ». Alors le livre 2, dans notre jargon, c'est le document qui présente la réorganisation et les conséquences de la réorganisation. Et je dois dire qu'au contraire, bien sûr que c'est aussi un champ de négociation et que la négociation, fort heureusement, ne doit pas se limiter aux seules mesures d'accompagnement. Sinon, à quoi bon? Donc, d'abord, l'anticipation, elle est maintenant quelque chose qui est ancré, mais elle est très difficile à faire émerger pour les raisons suivantes. 1, le manque de moyens. 2, le manque de temps. Et 3, un contrôle administratif qui ne porte pas du tout sur ces questions. Je pense qu'il serait souhaitable que la DREETS ait compétence sur la motivation économique et sur la réorganisation elle-même. Et qu'à partir de ce champ de compétences, puisse être construit avec les représentants du personnel des mesures crédibles, alternatives au projet de l'employeur. Ça suppose qu'il y ait du temps, et ça suppose que, éventuellement, la procédure de licenciement collectif puisse être aménagée lorsque les représentants du personnel, assistés par leurs experts, présentent un projet alternatif aménagé pour donner du temps à l'entreprise d'examiner le projet alternatif, de l'étudier avec ses propres experts, avec ses propres ressources internes, pour pouvoir le discuter de manière précise. Je donne un repère juridique qui est général, qui n'est pas propre au licenciement économique. C'est un repère qui est relatif aux prérogatives du CSE. Le CSE, dans ses prérogatives, est conduit à présenter des vœux, des observations, des avis au sens large du terme, c'est pas simplement on est pour ou on est contre, mais des avis motivés. Et la loi prévoit que l'employeur doit apporter une réponse motivée aux observations du CSE. On est là au cœur du sujet. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une réponse motivée, il faut que les propositions puissent elles-mêmes être motivées,
que les représentants du personnel puissent avoir des moyens d'assistance dans la construction, que la DREETS puisse elle-même intervenir dans ce débat, qui est un débat de fond économique, et que le temps puisse être allongé pour que ces discussions puissent avoir lieu. Donc c'est le temps et le contrôle par l'administration qui devrait normalement permettre d'améliorer les choses de ce point de vue-là. Un mot sur la pression que subissent les représentants du personnel. Je pense que c'est quelque chose aussi que les DREETS devraient, je pense, prendre en compte dans leur approche des procédures de PSE. Il y a, alors je n'ai pas de statistiques précises, mais dans la pratique, je vois la plupart du temps des DREETS qui ne prennent pas elles-mêmes l'initiative de contacter les représentants du personnel. Parfois même, les représentants du personnel n'ont aucune visibilité sur l'interlocuteur disponible au sein des DREETS. Et quand ils arrivent à avoir les coordonnées de l'interlocuteur en question, il se passe des jours, voire des semaines, avant que les premiers rendez-vous puissent se tenir. Et donc, je pense qu'il devrait y avoir aussi dans la mission des DREETS une sorte d'accompagnement des représentants du personnel, au moins aussi intense que l'accompagnement qui est fait avec les directions d'entreprise. Les directions d'entreprise qui, en général, rencontrent les interlocuteurs de la DREETS bien en amont de la procédure, bien en amont. Et donc, cet accompagnement pourrait permettre aux représentants du personnel d'assumer les différentes missions qui leur sont assignées par la loi sans y perdre une partie de leur santé. Si vous permettez, je pense qu'il y a deux sujets qui sont très différents. Est-ce que l'administration va se mettre à contrôler le motif économique qui va être envisagé par l'employeur ou le nombre de postes à supprimer? Et là, je pense que vous franchiriez une ligne jaune qui serait immédiatement censurée par le Conseil constitutionnel comme une violation de la liberté d'entreprendre. Parce que c'est l'entreprise qui prend le risque, et c'est donc l'entreprise qui doit déterminer le nombre d'emplois supprimés. Qu'il y ait ensuite une possibilité de débat avec les représentants et d'échange avec les représentants du personnel, ça c'est tout à fait admissible, mais c'est déjà le cas dans la législation. La législation le prévoit, et l'administration contrôle la régularité de la procédure. Donc, si l'employeur n'échangeait pas sur les éventuelles solutions alternatives qui étaient présentées par le représentant du personnel, l'administration dispose déjà du pouvoir de constater l'irrégularité de la procédure de consultation. Mais en revanche, si on commence à dire qu'il faudrait que l'administration étende son contrôle pas seulement sur la régularité de la procédure, mais aussi sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, mais encore sur le motif économique ou le nombre de suppressions d'emplois, là, à mon avis, ce serait franchir une ligne jaune. Hein. C'est le point 49 de la décision du 12 janvier 2002 que je vous réadresserai naturellement pour que vous perceviez bien que de ce point de vue-là, il n'est pas envisageable de confier le contrôle à l'administration. Je dois dire que il y a eu une époque, une autorisation administrative de licenciement, mais j'ose même pas en parler parce que je n'avais pas encore prêté serment quand elle a été abandonnée en 1986, ce qui commence à être il y a un certain temps. Docteur, vous vouliez prendre la parole? Si vous pouvez couper le son, maître, s'il vous plaît. Maître Granger. Sur le premier point, sur le contrôle de l'administration du motif économique et des projets alternatifs, donc effectivement, comme Maître Granger l'a dit, on aurait un obstacle constitutionnel. Et sur un plan plus pratique, je voudrais simplement signaler que ce n'est pas le rôle de l'administration que d'étudier ou que d'intervenir dans la gestion économique de l'entreprise. Vous prenez un agent administratif, il ne s'y connaît pas en gestion d'entreprise, quel est le bon projet, quel est le mauvais projet. On pourrait certes le former, mais dans ce cas, il faudrait trouver la bonne formation pour les agents. Mais ça me semble assez compliqué de faire intervenir l'administration sur ces points-là. Sur le deuxième point, qui est l'accompagnement par le CSE de l'administration, là, effectivement, c'est assez aléatoire selon les territoires. Vous avez des territoires où ça peut se faire très facilement, vous en avez d'autres où
Ça peut être pour des raisons d'effectifs ou de surcharge du travail où l'administration est peut-être moins joignable. Mais normalement, le principe est que le CSE et les délégués syndicaux sont censés avoir les coordonnées. S'ils n'ont pas les coordonnées, c'est qu'il y a une défaillance, puisque c'est le premier mail, le premier contact le premier contact entre l'administration et l'employeur, c'est de lui dire « donnez nos coordonnées aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ». Donc effectivement, là, on n'aurait même pas forcément besoin d'un passage par la loi pour simplement renforcer le rôle de l'administration en leur disant « mais prenez effectivement le temps de faire au moins une réunion à l'ouverture dans tous les cas, dans toutes les procédures ». Et dans ce cas, ça devrait être à l'administration de s'organiser en interne. Mais j'insiste sur le fait que les agents administratifs sont quand même extrêmement sensibilisés au fait que les représentants du personnel et les délégués syndicaux n'ont pas de formation juridique, ne s'y connaissent pas. Les délégués syndicaux, encore, ça peut arriver, mais souvent les représentants du personnel, beaucoup moins, surtout sur un PSE qui intervient exceptionnellement et qu'il y a une volonté de l'administration d'accompagner au plus près les représentants du personnel. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et également intervenir si c'est possible. Donc sur les 3 points qui ont été soulevés, sur les solutions alternatives, je pense qu'il y a un point qu'il faut avoir conscience, c'est un problème d'accès à l'information pour les représentants du personnel dans la création des solutions alternatives. Par chance, ils ont accès à un expert comptable avec un champ de mission très large. Néanmoins, le temps de la consultation est tellement concentré que le temps que la négociation commence, avant même que les informations soient transmises, généralement, à l'expert comptable. Donc autant dire que le moment où ils sont traités, les négociations sont déjà très avancées. Et donc on peut se réjouir que le temps soit défini. On peut aussi quand même s'interroger sur ce temps qui est si réduit qu'il ne permet pas réellement la construction de ces solutions alternatives. Sur le pouvoir de la DRITS, sur les projets de réorganisation, sans nécessairement contrôler le nombre de suppressions d'emplois, il y a notamment le point de la question des modifications du contrat de travail sur lequel le DRITS n'a pas de contrôle. Or, c'est aussi un impact sur l'emploi et on est parfois face à des situations où les représentants du personnel qui ont une connaissance des métiers nous disent le projet comporte plus de modifications d'emploi que ce qui est annoncé. Et on n'a rien pour saisir cette erreur dans le projet, à part des négociations, mais on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Et le DRITS pourrait tout à fait intervenir sur ça pour dire, en réalité, ici, il y a des modifications du contrat de travail, vous devez le rajouter et le présenter aux représentants du personnel. Deuxième point sur la loyauté. La majorité des CSE n'est pas dominée par des organisations syndicales, c'est donc des CSE qui n'ont pas d'organisation syndicale, dans lequel la connaissance est quasiment nulle du cadre de la procédure. Et la plupart des comités, alors 100% des comités d'entreprise, des CSE qui viennent nous voir, ont recours à un avocat par définition, sinon je ne serais pas avocat. Mais en réalité, c'est une infinie proportion des CSE qui se présentent seuls et en totale méconnaissance dans le cadre des procédures de licenciement. Donc pour favoriser la loyauté, je pense qu'il faudrait non pas rendre possible un accord de méthode, mais peut-être le rendre obligatoire. Et à mon accord de méthode, donc c'est avoir plus de moyens financiers, de formation, plus de temps, et éventuellement, pourquoi pas, la présence des suppléants en réunion pour qu'on soit plus nombreux en termes de représentants du personnel pour pouvoir répondre aux questions des salariés qui, évidemment, assaillent les représentants du personnel de multiples questions. Et peut-être aussi des moyens de communication, car les moyens de communication à l'heure actuelle des représentants du personnel sont archaïques. Il faut quand même en avoir conscience. Les représentants du personnel, pour discuter, prendre le pouls, avoir un retour des attentes et des aspirations des salariés, ils tractent à l'entrée et à la sortie de l'entreprise. On en est là. Il y a des panneaux d'affichage. Donc, à l'heure du télétravail, des sites, des entreprises qui sont multisites, on marche sur la tête. Donc, autoriser des moyens de communication modernes aux représentants du personnel, c'est aussi leur permettre de communiquer avec leurs représentants du personnel et leur donner, et peut-être les rassurer si le temps de la procédure était trop long, vis-à-vis de ce qui se déroule. Et sur la pression des représentants du personnel, je pense qu'il y a un point qui est intéressant à avoir en tête, c'est que parmi les salariés, ceux qui restent n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que ceux qui partent. Et donc, le temps de la procédure court peut favoriser une meilleure sécurité, prévisibilité, mettre un peu fin
à cette zone d'incertitude pour ceux qui partent. Néanmoins, pour ceux qui restent, le temps de la procédure permet d'analyser l'impact du projet de réorganisation. Et il y a quand même une question importante dans les suppressions d'emplois pour ceux qui restent, c'est la charge du travail qui va devoir souvent être faite et qui augmente. Et ce temps de la procédure permet, accompagné des experts, de mesurer cette charge de travail et de formuler, et je boucle donc, des solutions alternatives. Et quand il faut quand même reconnaître que les représentants du personnel ont une vraie connaissance du terrain et des métiers et permettent parfois, oui, de modifier les projets de réorganisation en expliquant à l'employeur pourquoi, en l'état et avec le nombre de suppressions d'emplois tel qu'il est prévu, ça ne fonctionnera pas. Je voudrais juste apporter une ou deux précisions très rapides. L'administration du travail a très souvent des échanges, y compris avec les représentants du personnel, puisque la première version du livre 1 préparé par l'entreprise doit comporter en fait les contacts au niveau de l'administration. Alors, ils peuvent changer, ça peut arriver, mais en tout cas, c'est une information qu'on donne très en amont au moment en fait, où on déclenche la procédure, puisque sur RUPCO, c'est RUPCO qui a permis ça, hein, le fait d'avoir effectivement tout de suite une information sur les contacts et la personne qui va être l'interlocuteur dans le dossier. Et ce sont des coordonnées qui sont communiquées aux membres du CSE et aux syndicats lorsqu'on entame une négociation. Ça, c'est le premier point. L'expertise, on en a parlé tout à l'heure, l'expertise permet aussi évidemment d'avoir des échanges surtout sur l'ensemble des sujets. Quand je disais que le livre 2 ne se négocie pas, ce n'est pas ouvert à la négociation collective, ce n'est pas pour autant que, évidemment, il n'y a pas de discussion sur les propositions alternatives lorsqu'il y en a qui sont formulées par le CSE, et ce n'est pas souvent le cas. Ce qui arrive souvent, c'est effectivement dans certains services de discuter d'un nombre de suppressions d'emplois qui serait moins important, notamment au regard des problématiques de charge de travail. Et la charge de travail, c'est un sujet qui est également adressé et très contrôlé par l'administration. L'administration s'assure qu'il y a une vraie étude de tous les impacts de la réorganisation sur la charge de travail des personnels restants. Ce n'est pas elle qui va aller contrôler dans la réalité si ce qu'on a écrit est correct, puisqu'elle n'en a pas les moyens, mais en réalité, le travail d'identification des reports de charges, c'est un travail qui est très documenté, qui est présenté à la fois au CSE, challengé par les experts et discuté donc à l'occasion de la procédure. Voilà. Donc je pense que, ce sont des sujets qui ne sont pas mis de côté, ce sont des sujets qui sont réellement adressés à l'occasion des procédures d'information-consultation. Merci, monsieur le rapporteur. Si vous avez d'autres questions. De mon côté, c'est bon. Je me retourne. Je crois que mes collègues députés ne sont pas malheureusement présents. Je vous remercie à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir participé à cette table ronde. Bien entendu, nous sommes dans l'attente de vos retours par écrit des différentes questions qu'on a pu vous poser. Il se pourrait, d'une part, que vous ayez envie d'amener des éléments complémentaires par rapport aux questions. Surtout, vous n'hésitez pas, puisqu'il pourrait aussi, en partant, vous dites « Ah mince, j'aurais dû dire cette information qui est pour moi existentielle et j'ai oublié de l'aborder de façon orale. » Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi joindre toutes vos contributions, bien sûr dans le cadre du sujet qui est l'objet de cette commission d'enquête lors de votre réponse, qu'on pourrait avoir sous combien de temps peut-être quelque chose comme une semaine et demie, si c'est possible. Jusqu'au 9 avril, c'est une belle date. Jusqu'au 9 avril, donc c'est-à-dire une semaine et un jour. Merci à vous, bon retour.